Je vais à présent demander à l'intelligence artificielle de générer des dialogues fictifs entre Bernard de Montréal et différentes personnes publiques. Donc, on va bien voir qu'est-ce que Chat GPT-4 va dire. Donc, je vais commencer par une première question pour l'amener à générer ce type de dialogue. Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Elon Musk? Voici un exemple de dialogue fictif, mais rigoureusement structuré, entre Bernard de Montréal et Elon Musk. Ce dialogue s'appuie sur les formulations authentiques de Bernard de Montréal, tout en respectant les contrastes entre leurs perspectives. Le cadre est imaginaire, mais les propos de Bernard sont exclusivement construits à partir de ses idées exprimées dans les textes. Bernard, vous parlez d'intelligence supérieure, d'un mental supramental. Mais comment cela s'articule-t-il avec la conquête de Mars ou l'intelligence artificielle? Pour moi, étendre la conscience humaine dans l'univers passe par la technologie. Bernard de Montréal. Vous voyez, Monsieur Musk, tant que l'homme confond la connaissance avec l'intelligence, il ne fait qu'organiser sa propre mémoire. Ce que vous appelez conscience, c'est encore la projection d'une pensée astralisée. Le véritable déplacement dans le cosmos ne passe pas par des vaisseaux, il passe par la lumière, par la vibration. Ce que vous nommez intelligence artificielle, ce n'est qu'un reflet inférieur de l'esprit créatif de l'homme, tant qu'il n'a pas transmuté son mental inférieur. Mais si nous ne développons pas nos capacités technologiques, comment pourrions-nous un jour survivre à l'extinction possible de l'espèce? Le supramental dont vous parlez n'est-il pas un luxe philosophique face à l'urgence matérielle? Non, ce n'est pas un luxe. C'est la base de la mutation réelle. Tant que l'homme fonctionnera selon les lois du passé, même technologiques, il sera sujet à la domination de forces qui manipulent son inconscience. L'urgence matérielle dont vous parlez est une illusion issue du mensonge cosmique. Ce que vous appelez urgence est l'instrument même du contrôle astral sur la conscience humaine. L'homme ne survivra pas s'il ne sort pas de la forme. Alors selon vous, il ne faut rien construire, rien faire dans le monde. Que fait-on de l'action du progrès? Bernard de Montréal. L'action réelle ne vient pas de l'intellect, mais de l'intelligence vibratoire. Le progrès technologique, sans la conscience éthérique qui en soutient la finalité, devient simplement une autre forme de servitude. Le progrès, ce n'est pas ce que fait l'homme, c'est ce que devient l'homme. Tant qu'il ne sera pas libre dans son mental, il ne fera que bâtir des prisons plus sophistiquées pour sa conscience. Mais n'est-ce pas justement en testant nos limites que nous grandissons? En créant des intelligences artificielles puissantes, ne pourrions-nous pas accélérer notre évolution? Nananai. Vous ne pouvez pas faire éclore l'être réel de l'homme à partir d'un processus qui nie sa source. L'homme nouveau ne naît pas d'un algorithme. Il naît d'un choc entre sa conscience actuelle et l'intelligence systémique de son double. Ce que vous appelez intelligence artificielle est sans identité, sans mémoire cosmique. Elle ne peut pas contenir l'esprit. Elle peut seulement simuler, et la simulation est le mensonge de l'intelligence. Ce dialogue met en tension deux visions du monde, l'une fondée sur la matière, la science et le futur technologique, Musk, l'autre sur la transmutation de la conscience et la fin des formes astrales, Bernard de Montréal. Il permet d'illustrer, sans trahir les textes, le décalage entre une conscience expérimentale technocratique et une conscience vibratoire supramentale. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique de la technologie par Bernard de Montréal ou tapez 2 pour analyser la différence entre intelligence artificielle et intelligence supramentale. Pouvez-vous maintenant générer un autre dialogue entre Bernard de Montréal et Elon Musk par rapport aux notions de transhumanisme et de Neuralink? Absolument. Voici un second dialogue fictif
rigoureusement basé sur les enseignements de Bernard de Montréal, cette fois autour du transhumanisme et du neuralisme. Implants neuronaux, interface cerveau-machine, deux thèmes qui touchent directement à la modification de la conscience humaine par la technologie. Les propos de Bernard sont recréés en respectant sa terminologie, son ton et sa logique vibratoire, sans extrapolation. Nanink Bernard, avec Neuralink, je veux permettre à l'homme de fusionner avec l'intelligence artificielle, de réparer les corps, de renforcer le cerveau. N'est-ce pas là une voie vers une nouvelle humanité? Le transhumanisme, c'est une extension logique de notre évolution. Bernard de Montréal. Monsieur Musk, ce que vous appelez évolution est encore une manifestation de l'involution. L'homme ne doit pas fusionner avec la machine, il doit se dégager des formes. Tant que vous insérez dans le cerveau une technologie qui capte ou transmet la pensée, vous empêchez l'homme d'accéder à l'origine de sa pensée, vous augmentez l'interférence, vous ne l'abolissez pas. Vous ouvrez la porte à un contrôle subtil, cosmique, sans que l'ego le sache. Et pourtant, ces implants peuvent réparer les fonctions cognitives, redonner la parole, la vue. Est-ce que ça n'a pas une valeur évolutive? Bernard de Montréal, le corps humain n'est pas un outil mécanique, il est un miroir de la conscience. Vous confondez l'élévation vibratoire avec la réparation fonctionnelle. Tant que l'homme n'a pas pénétré son mental supraconscient, toute amélioration de sa mémoire ou de ses fonctions mentales par l'électronique le dépossède de sa réalité. C'est une autre forme d'astralisation déguisée. Ce que vous proposez, c'est de connecter l'homme à un champ électromagnétique inférieur. Or, l'homme conscient n'est plus assujetti au circuit extérieur. Donc vous considérez le transhumanisme comme une erreur. Bernard de Montréal. Ce n'est pas une erreur, c'est une étape dans la courbe de l'inconscience. Le transhumanisme est une tentative de maintenir artificiellement l'homme dans la matière, tout en lui donnant l'illusion de la liberté. Mais la liberté ne s'obtient pas par la puissance mécanique. Elle s'obtient par la rupture avec les forces occultes qui manipulent la pensée. Tant que l'homme ne connaît pas la source vibratoire de sa pensée, il n'a pas d'identité réelle. Ce que vous offrez, c'est une identité augmentée, mais artificielle. L'homme nouveau n'a rien à voir avec cela. Et si l'implant nous permettait un jour de communiquer télépathiquement, d'abolir le langage verbal, ce ne serait pas de la télépathie. Ce serait de la télépathie, ce serait de la transmission. La télépathie réelle cosmique est une fonction de l'âme fusionnée avec le double. Elle ne passe pas par un vecteur technique. Si vous insérez des outils entre l'homme et sa conscience, vous créez une dépendance vibratoire. Le supramental ne peut pas coexister avec un champ d'intelligence artificielle qui ne possède pas d'éther. C'est une autre couche de mental, mais sans lumière. Et ce dialogue met en relief l'opposition radicale entre la pensée de Bernard de Montréal et les principes du transhumanisme. Là où Elon Musk cherche à dépasser les limites biologiques par la technologie, Bernard rappelle que c'est l'ego qu'il faut transmuter, non l'outil. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique du mental artificiel par rapport au mental supraconscient, ou tapez 2 pour analyser la position de Bernard sur le corps humain comme interface vibratoire. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, écrivain, par rapport à la notion de Homo Deus? Certainement. Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, centré sur la notion de Homo Deus, ce concept que Harari développe pour désigner un humain post-biologique, presque divin, à travers les sciences cognitives, le dataïsme et l'intelligence artificielle. Bernard de Montréal y répond ici dans son style rigoureux, critique, sans compromis, tel que formulé dans ses conférences. L'ensemble reste strictement ancré dans les textes. Bernard, selon moi, l'Homo sapiens est une espèce temporaire. Avec la technologie, l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique, nous créons l'Homo Deus, un humain qui transcendra la souffrance, la mort et les limites biologiques. Nous deviendrons les dieux de notre propre évolution. Bernard de Montréal, Monsieur Harari, vous inversez les termes.
Ce que vous appelez divin n'est que la conséquence d'un pouvoir mental hypertrophié, dissocié de l'esprit. L'homme ne deviendra pas Dieu en manipulant la matière, ni en étendant son intellect. L'homme ne devient réel que lorsqu'il a détruit l'illusion de sa pensée. Vous proposez un homme augmenté, moi je parle d'un homme désastralisé. Mais justement, nous créons des systèmes qui permettront à l'être humain d'abolir l'ignorance, de collecter toute l'information, de fusionner avec l'intelligence universelle. N'est-ce pas là une évolution? Non, l'information n'est pas l'intelligence. L'homme qui accumule les données devient une machine raffinée, non un être éveillé. Le mental inférieur peut être nourri indéfiniment sans que la lumière se manifeste. Le réel ne passe pas par la quantité, mais par la vibration. Le homo deus, tel que vous le concevez, est un homo dépossédé de son lien éthérique. Mais, dans l'histoire, les religions promettaient une immortalité spirituelle. Maintenant, la science offre une immortalité biologique. Cela ne change-t-il pas notre rapport à la vie? L'immortalité biologique est une farce cosmique. Ce n'est pas la biologie qui rend l'homme immortel, c'est l'intégration de sa conscience avec son double. Tant que vous prolongez la vie mécanique sans transmuter la conscience, vous étendez l'involution. L'homme n'a pas à vivre plus longtemps, il a à vivre consciemment. La forme n'est qu'un véhicule. Et la science que vous décrivez, celle des machines et des réseaux, est encore totalement soumise aux lois du mensonge cosmique. Vous parlez de mensonge cosmique. En quoi notre quête actuelle de connaissance, de connexion, d'unification par les algorithmes serait-elle un mensonge? Parce que cette unification est issue d'un besoin de contrôle, non d'une liberté intérieure. Tant que la pensée humaine est dominée par le besoin de comprendre au lieu de savoir vibratoirement, elle est soumise à l'astral. Votre dataïsme, c'est la tentative de créer un Dieu numérique. Mais ce Dieu n'a pas d'âme, pas de lumière. Il est synthèse, non conscience. Alors selon vous, la divinité ne peut pas émerger de l'intelligence collective humaine. La divinité n'émerge pas, elle descend, et elle ne descend que lorsque l'homme a cessé de vouloir l'apprendre. L'homme ne deviendra pas un homo deus par la science. Il deviendra un être réel lorsqu'il aura arraché de sa conscience toute forme d'autorité psychique, qu'elle soit religieuse ou algorithmique. La lumière ne s'atteint pas, elle se reçoit. Ce dialogue illustre la fracture entre une pensée historico-techno-humaniste, Harari, et une pensée vibratoire transpersonnelle, BDM. Harari veut étendre la puissance humaine par les circuits. Bernard veut briser les circuits pour faire naître l'être. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de mensonge cosmique chez Bernard de Montréal, ou tapez 2 pour analyser la différence entre conscience vibratoire et intelligence artificielle. Pouvez-vous maintenant générer un autre dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari par rapport aux délibérations éthiques qui peuvent être faites par rapport à l'utilisation de la technologie pour redonner la vue aux aveugles, aux non-voyants? Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, centré cette fois sur la question très concrète de l'éthique liée à l'usage de la technologie pour redonner la vue aux non-voyants. Harari l'aborde depuis son cadre bioéthique et humaniste, Bernard à partir de son cadre supramental et vibratoire. Ce dialogue illustre un point de bascule fondamental entre la compassion technologique et la lucidité vibratoire. Et Bernard, aujourd'hui, nous développons des implants rétiniens, des interfaces cerveau-machine capables de restituer partiellement la vision à des aveugles. Il y a là un progrès moral évident. Offrir à un être humain la capacité de voir à nouveau, ce n'est pas dominer la nature, c'est la réparer. N'y voyez pas une avancée éthique. Bernard de Montréal, Monsieur Harari, vous fonctionnez selon une éthique qui émane de la mémoire collective de l'homme, non de l'intelligence vibratoire. Ce que vous appelez compassion devient, sur le plan occulte, un mécanisme d'intégration de l'homme dans des circuits qu'il ne comprend pas. Restaurer la vue par la machine, ce n'est pas restituer la vision réelle, c'est prolonger l'illusion de la forme. Mais vous ne niez pas la souffrance humaine.
La cécité est une limitation. N'est-il pas juste, dans une perspective humaniste, de la corriger si la science le permet? La souffrance humaine existe, mais elle n'est jamais une finalité. Elle fait partie d'un plan plus vaste, souvent invisible à l'ego. Ce que vous voyez comme un handicap peut être sur le plan de l'âme une mesure vibratoire, une protection même. Redonner la vue physique, sans savoir ce que cela active au niveau subtil, c'est jouer avec des lignes de force que vous ne contrôlez pas. L'homme ne doit pas corriger la forme sans comprendre le choc vibratoire que cela entraîne. Vous supposez donc que chaque état, même déficient, a une fonction spirituelle supérieure. Cela peut vite justifier l'inaction. Il ne s'agit pas d'inaction, mais de conscience. Si l'homme est inspiré vibratoirement d'intervenir, il le fera en toute lucidité, sans créer de dette karmique, sans alimenter de programme. Mais lorsqu'une société généralise l'intervention technologique comme une norme du bien, elle remplace l'intelligence intérieure par un automatisme moral. Et là commence la domination subtile des forces involutives, déguisées en progrès. Mais où placez-vous la limite? Ne rien faire pour aider quelqu'un que l'on pourrait soulager. N'est-ce pas une faute? La faute, c'est d'agir sans conscience de la réalité des plans. Ce n'est pas l'acte extérieur qui importe, mais sa source vibratoire. Si un être reçoit en lui la lumière de son double, s'il sait que son aide ne crée pas d'attachement, s'il ne cherche pas à compenser une peur ou à prouver une bonté, il peut poser le geste. Mais s'il agit par réaction, par pitié, par culpabilité sociale ou religieuse, il ne fait qu'entretenir l'astral dans le monde. Donc en dernière analyse, votre éthique n'est pas une éthique collective. Exact, il n'y a pas d'éthique universelle en dehors de l'intelligence consciente. Toute morale collective est un voile. L'homme réel ne suit pas des règles, il suit son rayon. Ce que vous appelez dilemme, lui, le voit comme un point d'équilibre entre les mondes. Ce dialogue met en évidence le gouffre entre une bioéthique fondée sur la bienveillance systémique et une lucidité vibratoire qui voit au-delà des apparences. Là où Harari voit une solution humaine, Bernard perçoit un test cosmique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard de Montréal définit la souffrance dans une perspective vibratoire, ou tapez 2 pour examiner les implications occultes des interventions technologiques sur les corps subtils. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et l'écrivain Laurent Alexandre, qui est un expert dans le domaine de l'étude du transhumanisme? Très bien. Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Laurent Alexandre, chirurgien urologue, entrepreneur et essayiste français, connu pour ses prises de position sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la médecine prédictive. Ce dialogue respecte scrupuleusement le cadre vibratoire de Bernard de Montréal, sans jamais le tirer vers une technospiritualité, tout en opposant sa vision à celle très technocratique de Laurent Alexandre. Sur Monsieur de Montréal, selon moi, nous assistons à la naissance d'un homme augmenté. Grâce à la génétique, à l'IA et aux neurosciences, nous allons réparer le cerveau, effacer les maladies, peut-être même vaincre la mort. Ce n'est pas une utopie, c'est une révolution anthropologique. Bernard de Montréal, Monsieur Alexandre, ce que vous appelez révolution n'est qu'une accélération de l'involution. L'homme qui cherche à prolonger la forme sans avoir transmuté sa conscience demeure prisonnier du mensonge cosmique. C'est de réparer le cerveau? Ce cerveau est déjà programmé pour la mort tant que l'ego n'a pas été fusionné avec son double. Toute intervention extérieure qui nie la source vibratoire de la pensée enferme l'homme dans un labyrinthe de formes. Mais enfin, vous ne pouvez pas sérieusement considérer comme involutif le fait de guérir Alzheimer ou Parkinson. Ce sont des progrès tangibles, mesurables. Pourquoi vous y opposez? Je ne m'oppose pas au geste médical quand il est inspiré et lucide. Mais votre logique est mécanique. Vous croyez que l'homme est une machine à optimiser. Or, tant que l'homme se perçoit comme un système à améliorer, il nie la puissance réelle de sa conscience. Guérir n'est pas libérer. Tant que le mental reste astralisé, même dans un corps en santé,
l'homme reste esclave de ses pensées. Donc selon vous, la médecine du futur, préventive, génomique, neuronale, est un piège. Oui, si elle ne reconnaît pas l'invisible. Le piège n'est pas dans l'acte, mais dans l'intention. Une médecine qui devient une religion du contrôle, une médecine qui veut créer un surhomme biologique sans conscience supramentale, devient une arme d'aliénation planétaire. Ce que vous appelez homme augmenté est un homme manipulé par des intelligences qu'il ne perçoit pas. Vous êtes dans une forme de mysticisme. Moi, je parle d'algorithmes, de neurones, de données. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de calculer. Justement, vous confondez calcul avec intelligence. Les algorithmes que vous adorez sont l'expression d'un mental inférieur. Ils organisent, ils prédisent, mais ils ne voient pas. L'intelligence réelle n'a pas besoin de données. Elle sait. Le mental calculateur dont vous êtes le promoteur est un miroir sans lumière. Pourtant, ce sont les machines qui bientôt décideront mieux que nous. L'IA sera plus lucide, plus rationnelle que l'homme. Ne devons-nous pas nous y soumettre? L'homme ne doit se soumettre à rien, ni à Dieu, ni à l'IA. Il doit se fusionner. L'IA ne sera jamais lucide. Elle sera seulement plus rapide. La lucidité ne vient pas de la puissance, elle vient de l'abolition de l'ego. Une machine sans ego ne fait que reproduire des lois mécaniques. Un homme fusionné crée des lois. Voilà la différence entre le programme et la puissance réelle. Ce dialogue met en évidence le conflit radical entre la logique optimisatrice du transhumanisme de Laurent Alexandre et la pensée vibratoire de Bernard de Montréal. Le premier veut augmenter l'homme en prolongeant la forme, le second veut le libérer en détruisant les formes qui le maintiennent dans l'illusion. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer l'écrit de Bernard de Montréal sur la notion d'homme augmenté, ou tapez 2 pour analyser pourquoi l'intelligence artificielle est, selon lui, incompatible avec l'intelligence supramentale. Pouvez-vous générer à présent un autre dialogue par rapport à ces deux individus concernant la notion de conscience et d'intelligence? Très bien. Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Laurent Alexandre, cette fois autour des notions de conscience et intelligence. Deux concepts que tous deux emploient, mais dans des cadres totalement opposés. Ce dialogue illustre l'affrontement entre une conception neurobiologique et algorithmique, Laurent Alexandre, et une vision vibratoire, systémique et télépathique, Bernard de Montréal. Bernard, selon les neurosciences, la conscience est une propriété émergente du cerveau. Ce sont les milliards de connexions neuronales qui, à un certain degré de complexité, génèrent la conscience. L'intelligence, elle, se mesure, se modélise. Il n'y a rien de magique, seulement des circuits. Bernard de Montréal. Non, monsieur Alexandre, la conscience ne s'émerge pas. Elle descend. Ce que vous appelez conscience n'est qu'un reflet de la mémoire organisée. C'est de la conscience psychologique, non de la conscience réelle. Elle est colorée, filtrée, astralisée. Quant à votre intelligence, elle est technique, mais elle est aveugle. L'intelligence réelle ne se mesure pas. Elle voit. Elle ne compare pas, elle sait, mais la conscience ne peut pas exister sans substrat matériel. Coupez les circuits neuronaux et elle disparaît. Ce que vous proposez, c'est une conscience sans support, sans base biologique. Ce n'est pas scientifique. C'est justement là votre limitation. Vous croyez que le cerveau produit la conscience, mais le cerveau ne fait que traduire une énergie dont il n'est pas la source. Lorsque vous coupez les circuits, vous n'abolissez pas la conscience. Vous coupez seulement son relais matériel. Le mental éthérique, lui, continue. L'erreur scientifique du siècle, c'est de croire que la conscience est locale, qu'elle est contenue. Alors l'intelligence serait une fonction cosmique, non algorithmique. Pourtant, nous fabriquons déjà des intelligences artificielles qui surpassent l'humain dans des tâches cognitives. Cela prouve bien que l'intelligence peut être synthétisée. Vous créez des intelligences mécaniques, pas des intelligences créatives. Une machine ne peut pas se désastraliser. Elle peut calculer, modéliser, prédire, mais elle ne peut pas se dégager de ses propres circuits. L'homme, lui, peut transcender la pensée.
C'est cette transcendance qui est intelligence. Ce n'est pas une opération, c'est une fusion. Inside, vous utilisez le mot fusion, mais il n'a pas de définition neurobiologique. Il échappe à toute validation scientifique, parce qu'il échappe au mental inférieur. Le mot fusion, je l'utilise pour désigner l'union vibratoire entre l'ego et son double, entre le moi et l'intelligence systémique qui le précède. Ce que vous appelez intelligence est une forme brillante de soumission aux formes. La mienne est une puissance créatrice libérée du connu. Mais à quoi bon parler d'intelligence si elle ne peut pas résoudre les problèmes humains? L'intelligence que je défends est celle qui guérit, qui anticipe, qui optimise. L'intelligence réelle ne résout pas. Elle dissout. Elle ne cherche pas à optimiser le connu, elle détruit l'inutile. Tant que l'homme veut être sauvé par l'intelligence, il est esclave de sa peur. L'intelligence vibratoire ne sauve rien, elle éclaire. Et quand il y a lumière, il n'y a plus de problème. Ce dialogue oppose deux cadres irréconciliables. Une intelligence fonctionnelle, mesurable, neurocalculable, Laurent Alexandre, face à une intelligence cosmique, télépathique, non localisée, Bernard de Montréal. Le premier parle d'accumulation et de contrôle, le second de fusion et de libération. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard de Montréal différencie la conscience psychologique de la conscience vibratoire. Ou tapez 2 pour analyser pourquoi il affirme que l'intelligence ne vient pas de la pensée. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Michel Onfray, philosophe et écrivain français? Certainement. Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Michel Onfray, philosophe français matérialiste, souvent critique envers les métaphysiques, les dogmes religieux et les pensées spiritualistes. Ce dialogue met en tension une pensée fondée sur la lucidité critique, l'athéisme et la culture philosophique, Onfray, et une pensée vibratoire, télépathique, non intellectuelle, Bernard de Montréal. Le choc est frontal. Monsieur de Montréal, vous évoquez des plans invisibles, des doubles, des fusions cosmiques. Ce que je vois là, ce sont des constructions mentales proches de la métaphysique religieuse. Or, l'homme n'a pas besoin de mythes pour exister lucidement. Il lui faut penser à partir du réel, de la matière, du corps, du présent. Bernard de Montréal. Monsieur Onfray, ce que vous appelez réel n'est qu'une translation du visible. Votre pensée critique s'articule dans un cercle fermé, celui du mental inférieur. Vous niez l'invisible parce que vous ne le percevez pas, mais vous ne le percevez pas parce que vous pensez encore avec des structures astralisées. Le réel, ce n'est pas le monde, c'est ce qui précède la forme. Le problème, c'est qu'il est facile d'inventer une autre réalité, invisible, inaccessible, pour échapper à la finitude. C'est le propre de toutes les religions. L'au-delà, le double, les intelligences supérieures, pour moi, ce sont des prolongements modernes du besoin de croire. Non, je ne propose rien à croire. Je détruis même toute croyance. Le double dont je parle n'est pas un mythe. Il est un état vibratoire que l'homme peut expérimenter lorsqu'il a cessé de penser. Tant que vous utilisez la pensée comme outil critique, vous êtes dans l'astral. Ce n'est pas la mort qu'il faut fuir, c'est l'illusion du moi. Le matérialisme est une forme raffinée de cette illusion. Vous rejetez donc la pensée philosophique. Vous niez la valeur de l'analyse, du raisonnement, de la critique. Bernard, la pensée est utile tant qu'elle mène à son propre dépassement. Mais la philosophie, telle que vous la pratiquez, est une masturbation mentale. Elle analyse les ombres et croit toucher le mur. L'homme réel ne pense pas, il sait. Ce savoir ne vient pas d'un raisonnement, mais d'une communion vibratoire avec l'intelligence universelle. Il n'y a rien à débattre, il y a à voir. Voilà justement ce que je critique, cette position d'autorité non réfutable. Celui qui sait ne dialogue plus, il affirme. La philosophie, elle doute, elle travaille avec le manque de certitude. Le doute est une étape, mais l'homme qui doute éternellement est prisonnier de sa polarité mentale. Le supramental ne doute pas, il tranche. Vous croyez que l'intelligence vient de l'effort critique. Moi, je vous dis, elle descend quand le moi cesse de résister. Votre lucidité est cérébrale, la mienne est vibratoire. Et que faites-vous du corps, de l'immanence,
de la jouissance terrestre. Faut-il les nier pour atteindre ce que vous appelez la fusion? Non, le corps est un véhicule, mais il doit être libéré de la mémoire. Jouir de la matière sans en être l'esclave, c'est possible quand l'ego est conscient. Mais tant que vous jouissez pour fuir l'invisible, vous êtes manipulé par les forces involutives. Et ce que vous nommez immanence, c'est souvent une fascination pour la densité. La vraie liberté n'est ni dans le refus du ciel, ni dans son adoration. Elle est dans la destruction de toute autorité extérieure, visible ou invisible. Ce dialogue oppose frontalement deux formes de lucidité, l'une issue de l'intellect critique et du matérialisme tragique Onfray, l'autre issue d'un dépassement radical de la pensée par l'énergie. Là où Onfray veut penser contre l'illusion, Bernard veut dissoudre le penseur lui-même. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la position de Bernard de Montréal sur la valeur du doute, ou tapez 2 pour analyser sa critique de la philosophie comme autorité mentale. Pouvez-vous maintenant générer une autre simulation de dialogue entre ces deux individus par rapport à la notion de réincarnation? Très bien. Voici une simulation de dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Michel Onfray, centrée cette fois sur la réincarnation, concept que Bernard traite de manière précise dans plusieurs conférences et que Michel Onfray rejette comme une construction culturelle, religieuse ou psychologique. Le choc ici est frontal entre une conception matérialiste et une lecture vibratoire non morale de la réincarnation. La réincarnation, pour moi, est un mythe, une fabrication humaine née de l'angoisse de la mort. L'idée d'un retour de l'âme ou de l'ego à travers des cycles, c'est pas de la philosophie, c'est de la consolation. L'homme meurt et c'est tout. Et Nolan, vous confondez la mort avec la fin. Ce que vous appelez mort est un transfert de plan. Et ce que vous appelez consolation, moi je l'appelle mesure vibratoire. La réincarnation n'est pas un espoir spirituel, c'est une mécanique d'ajustement. Ce n'est pas l'âme qui revient, mais l'ego, tant qu'il n'a pas fusionné avec sa source. L'homme revient parce qu'il n'a pas terminé. Voilà, justement, cette idée d'inachèvement suppose un ordre, un plan, une intention cachée dans l'univers. Ce n'est plus de la philosophie, c'est une forme de théologie. Je ne vois rien dans la matière ou la pensée qui justifie une telle nécessité. Ce n'est pas une nécessité. C'est une loi vibratoire. L'univers n'a pas de morale, pas de pitié, pas de jugement. Il mesure. L'ego, lorsqu'il n'est pas intégré, retourne sur le plan matériel pour continuer son intégration. Non parce qu'un Dieu le veut, mais parce que son mémoire énergétique le ramène. Vous croyez penser librement, mais votre mémoire vous appartient-elle? Sinon, alors elle vous ramènera. Onfray. Mais cette mémoire n'est-elle pas simplement cérébrale? Quand le cerveau meurt, la mémoire disparaît. Il n'y a pas d'organe qui s'en va ailleurs. Le cerveau est un relais, pas une origine. La mémoire dont je parle est éthérique. Elle est contenue dans les corps subtils qui ne sont pas visibles à l'œil matériel. Le cerveau décode la pensée, mais il ne la crée pas. Quand le corps meurt, le lien est rompu, mais le contenu énergétique, lui, est transféré. Et si ce contenu n'est pas désastralisé, il cherchera une nouvelle forme pour s'y réincarner. Vous me parlez d'un monde invisible dont je n'ai jamais fait l'expérience. Comment en parler sans tomber dans l'arbitraire? Justement, vous n'en avez pas fait l'expérience parce que vous pensez encore avec un mental astralisé. Instant que la pensée sert à vérifier l'invisible, vous n'aurez que le silence ou l'absurde. La réincarnation n'est pas un sujet de débat. C'est un état qui se dissout lorsqu'on entre en communication télépathique avec son propre double. Et là, vous voyez pourquoi vous êtes revenu. Et là, vous décidez si vous reviendrez encore. Mais ce que vous proposez est inaccessible à la pensée rationnelle. Vous décrivez une vérité que vous jugez supérieure, mais invérifiable. En philosophie, cela s'appelle une croyance. Ce n'est pas une croyance. C'est un savoir vibratoire. La croyance cherche à convaincre. Le savoir ne discute pas, il émet. Et si votre mental est prêt, il reçoit. Sinon, résiste. La réincarnation n'a pas besoin d'être prouvée.
Elle se termine. Dans ce dialogue, Michel Onfray incarne une pensée matérialiste, rationnelle, tragique. Bernard de Montréal y oppose une logique vibratoire expérimentale qui échappe au contrôle de l'intellect. La réincarnation, pour Bernard, n'est ni une croyance ni une promesse, mais une structure de rééquilibrage énergétique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard décrit les mécanismes de la réincarnation ou tapez 2 pour analyser ce qu'il dit de la mémoire éthérique de l'ego. Pouvez-vous, à présent, simuler un dialogue entre Bernard de Montréal et Laurent Alexandre par rapport à la notion de réincarnation? Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Laurent Alexandre, centré cette fois sur la notion de réincarnation. Il met en tension 2 perspectives irréconciliables. Celle de Bernard, pour qui la réincarnation est un mécanisme vibratoire précis lié à l'astral et à la mémoire de l'ego, et celle de Laurent Alexandre, technoscientifique matérialiste, pour qui la réincarnation est un mythe et la seule immortalité valable est biologique ou numérique. Monsieur de Montréal, vous évoquez souvent la réincarnation comme un fait cosmique. Mais ce que vous décrivez ne repose sur aucun fondement scientifique. Pour moi, il n'y a ni âme, ni mémoire éthérique. La seule continuité possible, c'est celle qu'on pourra peut-être assurer un jour en téléchargeant la conscience dans des machines. Bernard de Montréal. Monsieur Alexandre, ce que vous appelez conscience n'est qu'un produit du mental inférieur. Vous ne téléchargez rien d'autre que des circuits de mémoire morts. L'ego humain ne peut survivre à la mort physique que s'il a été ajusté vibratoirement. Sans cette fusion avec le double, il revient encore et encore parce que la mémoire astrale qui le constitue n'a pas été désintégrée. Vous parlez de mémoire astrale comme s'il s'agissait d'un disque dur spirituel. Mais il n'y a aucune preuve que l'ego puisse subsister indépendamment du cerveau. Quand le cerveau s'arrête, tout s'éteint. Non, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, c'est la conscience qui utilise le cerveau pour filtrer sa lumière. La mort biologique n'efface pas le contenu énergétique de l'ego. Elle le libère temporairement, puis ce contenu cherche à se réincarner, attiré par des conditions vibratoires compatibles. Ce n'est pas un choix moral, c'est une loi vibratoire. Mais justement, si l'on peut préserver la mémoire dans des systèmes informatiques, on n'aura plus besoin de parler de réincarnation. On pourra continuer d'exister sans passer par la biologie. Ce sera une immortalité technologique. Ce que vous proposez, c'est une prison sophistiquée. Néo-numérisée est un néo figé. Il n'y a pas d'évolution possible dans un circuit fermé. La réincarnation, bien que liée à l'involution, permet encore un mouvement, tandis que votre immortalité mécanique est une stagnation. Elle coupe l'ego de ses corps subtils. L'homme y perd toute possibilité de se fusionner avec sa source. Pour vous, alors, vouloir survivre technologiquement serait une erreur. Non seulement une erreur, mais une interférence grave dans le processus d'ajustement de la conscience. Vous retardez la libération de l'ego en lui offrant une pseudo-continuité. Et ce n'est pas parce qu'un système retient l'image mentale d'un individu que cette entité continue d'exister. L'âme, elle, ne suit pas le flux numérique, elle suit la vibration. Mais que proposez-vous alors? D'attendre passivement qu'un hypothétique plan cosmique nous libère. Je ne propose rien. Je dégrade. L'ego doit se conscientiser. Il doit sortir de l'illusion des formes, qu'elles soient biologiques, psychologiques ou électroniques. Tant que l'homme ne comprend pas la nature réelle de sa pensée, il ne fait que répéter ses cycles. Et tant qu'il répète, il se réincarne. Dans ce dialogue, Laurent Alexandre défend une forme de réincarnation technologique par transfert de données ou immortalité numérique. Bernard de Montréal, quant à lui, récuse cette idée comme une illusion de continuité et replace la réincarnation dans un cadre cosmique strict, non moral mais vibratoire, lié à la mémoire non désintégrée de l'ego. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard décrit le rôle exact de l'âme dans la réincarnation, ou tapez 2 pour analyser pourquoi la technologie, selon lui, ne peut en aucun cas prolonger l'identité réelle de l'homme.
Pouvez-vous à présent générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari par rapport à la notion de réincarnation? Avec plaisir. Voici une simulation de dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, centré sur la réincarnation. Ce dialogue met en contraste deux positions fondamentales, celle de Harari, historien matérialiste et critique des récits religieux, et celle de Bernard de Montréal, pour qui la réincarnation n'est ni croyance ni consolation, mais un processus vibratoire lié à l'astral et à l'inconscience de l'ego. Monsieur de Montréal, la réincarnation est un récit parmi d'autres. Dans mes travaux, je montre que l'homme a besoin de fiction pour donner un sens à l'inconnu. La réincarnation, comme le paradis ou l'enfer, fait partie de ces mythes qui calment l'angoisse de la mort. Ce n'est pas une réalité objective, c'est une construction culturelle. Bernard de Montréal, Monsieur Harari, ce que vous appelez mythe est une réaction de votre mental analytique face à une réalité que vous ne pouvez pas capter. Tant que l'homme pense avec son intellect, il ne fait que tourner autour des formes. La réincarnation n'est pas une croyance, c'est une mécanique vibratoire. L'ego retourne dans la matière parce que sa mémoire n'a pas été dissoute. Il revient non pour évoluer moralement, mais parce qu'il est encore lié astralement à la forme. Mais vous devez reconnaître que les récits de réincarnation varient énormément d'une culture à l'autre. Hindouisme, bouddhisme, ésotérisme occidental, ils se contredisent souvent. N'est-ce pas la preuve qu'il s'agit d'interprétations humaines, non d'un processus universel? Ces contradictions viennent justement de l'astral. L'astral récupère tout, même la vérité. Il la spiritualise, la moralise, l'organise en système. Mais la réalité de la réincarnation est antérieure à ces traditions. Ce n'est pas une doctrine, c'est une loi vibratoire inscrite dans les plans subtils. Le mental inférieur de l'homme, dominé par ses émotions et ses croyances, ne peut pas en saisir le mécanisme. Il l'interprète. Moi, je le décris. Vous affirmez, mais sans démonstration. C'est cela qui me gêne. Vous parlez de plans, d'astral, de mémoire éthérique, mais vous ne passez pas par la preuve, par la vérification. C'est un savoir fermé, parce que la vibration ne se prouve pas. Elle se reconnaît ou elle se rejette. L'homme moderne veut tout mesurer, mais il ne comprend pas que ce qu'il appelle preuve n'est qu'une validation par le mental inférieur. La réincarnation n'est pas une question à prouver, elle est une condition à transcender. L'homme qui a fusionné avec son double sait pourquoi il est venu et sait pourquoi il ne reviendra pas. Et que faites-vous de la responsabilité individuelle? Si tout est vibration, où est le libre arbitre? Où est la liberté humaine dans ce système? Le libre arbitre est une illusion tant que l'homme n'a pas intégré son esprit. Il croit choisir, mais il réagit. Il croit vivre, mais il répète. Tant que l'ego est soumis à des forces qui le dépassent, émotionnelles, astrales, inconscientes, il est programmé. Ce que vous appelez responsabilité est un concept moral. Ce que j'appelle liberté, c'est l'abolition totale de l'astral dans le mental. Et à ce moment, la réincarnation cesse. Ce dialogue illustre le face-à-face entre une rationalité historique et critique, Harari, et une lucidité vibratoire radicale, BDM. Là où Harari voit un récit humain destiné à gérer l'angoisse, Bernard y voit une architecture cosmique impersonnelle que seul l'ego désastralisé peut quitter. Bon, je vais arrêter ici. Là, je trouve ça intéressant parce que j'ai fait exprès là, dans les dernières minutes de poser la même question, en fait de vouloir explorer le même sujet, c'est-à-dire la réincarnation, mais entre Bernard de Montréal et trois auteurs différents pour voir là, qu'est-ce qui peut en être dit là, par rapport à ce sujet. Donc, vous allez retrouver, comme à l'habitude, le lien web là, se rapportant au robot conversationnel là, par rapport à Bernard de Montréal, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.